Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le Cybershow Paris en partenariat avec le Forum des compétences et Eviden. Aujourd'hui, nous allons aborder notamment l'IA générative et l'usage des métiers, maîtrise du risque, avec notamment Marc pour le Forum des compétences, Marc Devalier, Thierry Caminel qui est le CTO IA et décarbonisation de Eviden. On aura aussi Marina Bojarski, conseillère en propriété intellectuelle, et Vasco Gomez, le Global CTO cybersécurité chez Eviden. Tout de suite, je passe la main à Marc pour la présentation. Alors, l'idée donc de ce webinaire, c'est de vous présenter un petit peu le dispositif donc lié à l'IA générative, et on va contextualiser un petit peu le sujet avec 4 grands axes sur lesquels on va ensuite développer donc les éléments. Un premier constat, c'est donc l'arrivée massive donc de l'IA générative dans le quotidien numérique des entreprises, mais aussi des citoyens. Tout le monde connaît donc le ChatGPT et potentiellement donc l'utilise donc dans ses activités. Alors, il y a une grosse promesse donc à travers l'IA générative, parce que c'est un outil fantastique, l'usage en est relativement facile, et il semblerait donc qu'on ait une valeur ajoutée donc possible donc pour les métiers. En tout cas, donc c'est ce qui est promis, et c'est ce qu'on peut donc voir donc déjà donc sur certains dispositifs. Alors attention donc à ce point-là, donc puisque ça arrive donc de manière massive et c'est quand même quelque chose d'assez technologique et technique, on le verra par la suite. Il y a quand même un risque donc au niveau des entreprises donc de l'usage de ce dispositif-là. Il faudra évidemment donc le regarder, sans oublier que les malveillants, eux, l'ont très bien compris et ils l'utilisent dès à présent et sans contrainte. Enfin, donc on a une nécessité donc pour pouvoir donc traiter donc ce sujet-là, c'est évidemment de l'étudier comme n'importe quel autre élément, de l'encadrer. On verra que l'encadrement il peut se faire donc d'un point de vue interne ou externe, notamment avec la législation. Évidemment, après, de mettre tout un dispositif de maîtrise des risques au sein des entreprises pour pouvoir donc l'adresser. Voilà à peu près donc 4 grands points donc sur lesquels on va pouvoir développer donc dans la suite de ce webinaire. Merci beaucoup Marc, et c'est vrai, enfin, je passe tout de suite la parole à Thierry. Ça fait maintenant 1 an, presque 2 ans qu'on entend énormément parler notamment à travers ChatGPT. Mais est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est une IA générative et en quoi leur fonctionnement est particulier? Oui, bonjour à tous. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler, connaître à peu près les fonctionnements. Donc, j'essaie d'avoir une vue un peu décalée qui est inspirée du papier que j'ai mis en bas à droite de Cholet. Donc là, on va parler essentiellement de l'IA générative, de la génération de textes, les larges langages modèles. C'est LLM, l'abréviation, il faut les voir comme d'énormes, de gigantesques bases de données avec toute une quantité de faits, de data, sur à peu près tout et n'importe quoi, puisqu'ils ont, ça a été entraîné après tout le corpus Internet, tout le texte disponible à peu près, plus un certain nombre de programmes, les instructions qu'ils ont données pour résumer, pour prendre, pour répondre des questions, pour écrire. Tout plein d'instructions qui ont été données. Et globalement, qu'est-ce qu'on va programmer? On va utiliser des prompts pour accéder à ces langages modèles, et ces prompts peuvent être vus comme un ensemble de programmes, de clés, de programmes que l'on va chercher et qui vont être combinés. Ce qui est important de voir, c'est que ces clés, plutôt ces programmes sont un nombre infini. Il faut du moins, en fonction de la requête que l'on va faire, il va interpoler pour savoir quel est le meilleur programme qui convient le plus à partir d'un rapprochement sémantique en fonction de notre requête ou les éléments de la requête et tout ce avec quoi il a été entraîné. Donc, c'est fondamentalement, les hallucinations sont au cœur du fonctionnement des mécanismes des LLM actuels, mécanismes dits attention. Les prompts peuvent contenir non seulement donc des éléments de programme, comme je vous l'ai dit, des instructions qu'on va donner, mais également des données contextuelles, c'est-à-dire ce qu'on va donner venant de nos propres sources d'information, de nos documents, et des historiques des échanges. Et il faut se rappeler que les langages modèles sont stateless, ils ne gardent rien, tout est transmis dans le prompt. Voilà. Deux points importants que l'on a tendance un peu à oublier, c'est que d'une part, les LLM, ou qu'on ne sait pas encore parce que c'est l'évolution récente, les LLM sont capables d'envoyer de la donnée structurée. Ils peuvent envoyer du JSON, du XML, on donne un schéma et on peut imposer l'LLM à ce qu'il suive ce schéma. Très important. Et second point qui est apparu il y a quelques mois et qui explose maintenant, c'est la capacité des LLM à appeler des outils ou des fonctions qui sont dans notre code. Alors plus précisément, le LLM génère un
un prototype de fonction que l'on va appeler, qui nous propose d'appeler, et on l'exécute et on renvoie le résultat au LLM. Donc ça ouvre énormément de possibilités pour appeler du code, pour accéder à l'information, pour chercher sur le web, pour exécuter du code, pour exécuter du SQL, etc. C'est immense tout ce que l'on peut faire avec ça. Ces deux évolutions techniques conduisent, juste encore une dernière slide, s'il te plaît, une tendance forte qui est des agents qui sont de plus en plus collaboratifs, qui peuvent être chaînés, qui peuvent être de plus en plus prendre des décisions autonomes quant à l'étape suivante qu'ils veulent prendre, et les outils qu'ils ont à disposition qu'ils vont appeler. Et là, tu peux changer de slide. Et donc, globalement, tout ce qu'on appelle maintenant un agent, un copilote, un assistant, un bot, tout ça, globalement, il fait la même chose. Et ce schéma synthétise que j'ai présenté tout à l'heure, globalement, c'est un bot ou un assistant est connecté à un LLM, il reçoit des instructions, de l'information venant du prompt, il renvoie du texte, il reçoit du texte, il renvoie du texte. Il a en général un rôle, un pré-prompt qui va préparer la fonction de la requête, qui va enrober la requête en fonction un peu de contexte. Il a une mémoire, il a des retrievers en général pour accéder à de l'information de contexte, du texte, des PDF, ainsi de suite, ce qu'on appelle le RAG. Et enfin, de plus en plus, il a accès à des outils permettant soit d'accès à d'autres informations ou d'effectuer des actions. Et c'est ça qui va permettre d'introduire de plus en plus d'agents au cœur des processus de l'entreprise. C'est très clair. Merci beaucoup, Thierry, pour cette présentation. Et justement, Vasco, ça nous amène tout de suite aussi à la question de l'usage. On entend de temps en temps sur des articles les risques qui sont liés à l'IA par le partage d'informations par des collaborateurs de données sensibles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est fantasmé? Oui, merci David. En effet, oui, c'est pas fantasmé, il y a une réalité, mais il y a beaucoup de choses à clarifier, il y a beaucoup de mythes aussi et d'inconnus. Et donc c'est un peu ce qu'on a fait avec le forum des compétences, c'est de travailler sur ces risques. Alors déjà, quand on dit risque, il y a un mélange, hein. Il y a pas que des risques cybersécurité, il y a tout un tas de risques. On s'est concentré, nous, sur la partie cybersécurité, qui est un des piliers de l'usage responsable de l'IA, comme l'éthique, la transparence, la gouvernance et autres aspects. Hein. Mais la cybersécurité est un pilier important de l'usage responsable ou de l'adoption responsable des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc on s'est concentré sur l'évaluation de ces risques, la liste de ces risques de cybersécurité, tout en se rappelant dans le groupe de travail que tous les risques classiques, ou une grande majorité des risques classiques s'appliquent toujours et qu'il faut sécuriser ce qu'on appelle les landing zones ou les environnements de déploiement de ces IA quand on les adopte en interne, et aussi tous les risques cloud s'appliquent quand on les utilise en mode cloud. Néanmoins, on s'est quand même concentré sur ces nouveaux risques qu'on voit ici en orange dans le schéma, ces nouveaux risques qui sont spécifiques aux IA et qui ont été le focus du groupe de travail mené avec le forum des compétences. Donc, on s'est intéressé on va pas réinventer la roue, qu'est-ce qui existe, quels sont les cadres déjà existants. Il y a de nombreux cadres, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cadres qui évoluaient très vite. Certains prenaient en compte seulement les IA jusqu'à les IA et machine learning, jusqu'à la partie prédictive et pas encore les IA génératives. Mais beaucoup ont évolué dans ce sens. Alors, je tiens à préciser aussi que le travail réalisé a été fait de octobre 2023 à mai 2024. Donc, il y a quand même déjà 6 mois. C'est un domaine qui va tellement vite que, par exemple, je peux voir là que je parle du top 10. On parle du top 10 de l'OWASP for LLM Apps en V1.1. Une nouvelle version vient de sortir il y a quelques jours, la version 2025. Donc, ça a déjà évolué. On s'est quand même arrêté, dans ces nombreux cas, on s'est arrêté à utiliser le guide de recommandation de l'ANSSI, le NIST AI Risk Management Framework et notamment leur taxonomie qui a évolué en janvier 2024 pour prendre en compte les risques spécifiques aux IA génératives, et l'OWASP Top 10, donc, dont je parlais en version 1.1, plus des papiers de recherche qui sont sortis entre-temps
entre-temps, après ces dernières versions de cadre. Et donc, on a abouti à une liste de 18 risques, types de risques cybersécurité, classés en 7 familles et adressant les 2 grandes phases, pour résumer, les 2 grandes phases des systèmes d'IA, la phase d'entraînement et la phase d'inférence en production. Ça reprend aussi les grands aspects du guide de recommandation de l'ANSSI qui lui parle de 3 environnements, entraînement, déploiement et production. Et on voit que certains, là je les ai regroupés en 7 familles, mais on peut citer par exemple le risque de Sleeper Agent, qui est un papier de recherche sorti en janvier 2024 par Anthropic et Oxford, qui montre comment un modèle de langage, un LLM, dont Thierry parlait, peut être réentraîné par des agents malicieux pour introduire une personnalité cachée. Et si on récupère ce LLM en pensant avoir un modèle open source de base et qu'on a récupéré ce modèle modifié, je peux utiliser l'exemple de Llama 3 par exemple, en tant qu'utilisateur final, on pourra faire tous les tests qu'on veut, on ne verra pas la personnalité cachée, on ne verra que la personnalité attendue, et la personnalité cachée ne se déclenchera que sur des mots-clés qui réveilleront en fait l'agent. Donc ça, c'est ce type de... Alors, je vais vite, parce que les détails sont dans le livrable qui accompagne les travaux et qui a été rendu public récemment, et donc Marc parlera tout à l'heure. Mais voilà, en résumé, un exemple. Donc, face à tous ces nouveaux risques, on s'est posé la question dans le groupe de travail de qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il est possible de réduire ces risques avec des moyens existants, ou est-ce qu'il faut de nouveaux outils? Et donc, on s'est attelé à prendre ces 18 risques, à les analyser et à trouver tous ensemble des moyens de réduction. Et donc, on n'a pas regardé uniquement les moyens de réduction techniques, que des outils magiques, mais aussi la partie organisationnelle, procédurale, politique. C'est extrêmement important dans la cybersécurité de déjà mettre en avant d'abord l'organisation et les rôles et les compétences, ensuite les processus, et après les outiller pour les rendre efficaces. Donc c'est toujours, on n'a pas juste regardé la partie technique. Et on s'est appuyé sur le Cyber Security Framework du NIST en version 2, qui a été mise à jour récemment, pour structurer un peu notre recherche par rapport au cycle de vie de la cyber dans une organisation. Déjà en termes de visibilité, ce qu'on peut avoir comme visibilité sur ce qui se passe, la protection pour l'anticipation, proactif. Comme on sait que 100% de sécurité n'existe pas, être toujours en capacité de détecter, réagir, et s'il y a eu des impacts ou des modifications, rétablir les fonctions métiers à leur état nominal. Et tout ça avec une gouvernance intégrée. Donc, le NIST Cyber Security Framework nous a guidés parce qu'il s'applique même sur ces nouvelles technos dans les approches. Et donc, on a abouti pour chacune pour les risques de cybersécurité. Et les détails, là, c'est un extrait de ce qu'il y a dans le livrable du Forum des compétences, à identifier pour chacun d'eux des mesures possibles. Là, on les voit dans les colonnes, justement, gouverner, identifier, protéger, détecter, réagir et rétablir. Elles ne sont pas cumulatives et systématiques, c'est plus des boîtes à outils de mesures qu'on peut appliquer par rapport à notre cas et à l'objectif dans l'entreprise de réduction de risques. Là, j'ai pris les deux exemples. Donc, par exemple, le premier, c'est sur... Alors, je vais prendre le deuxième d'ailleurs, qui est sur les repositories non fiables, Untrustable Repository, qui est aussi un papier de recherche par l'I3E en juin 2022, qui date de juin 2022, qui s'applique aussi aux IA génératives, mais qui s'applique aux IA machine learning de manière générale, et qui montre le nombre de... Enfin, la multiplicité des modèles disponibles sur des repositories de type TensorFlow, Hugging Face maintenant, etc. Et la complexité d'être confiant dans le modèle qu'on a récupéré. Et ces mesures qu'on a listées, certaines sont techniquement
sont toujours un peu exogènes au modèle d'IA lui-même. Hein. C'est ce qu'on peut rajouter par-dessus les modèles pour réduire le risque. Mais on sait que les data scientists et les grands acteurs progressent aussi dans leur design et intègrent de la sécurité by design. Donc on suit ça aussi, qui va amener justement une réduction de risque aussi par le système lui-même. Et Thierry, tu as prévu de nous en parler un petit peu, donc tu peux nous montrer un peu ce qui se fait et quels sont les progrès dans ce domaine. Oui, tout à fait. Donc, je vais parler à des solutions techniques, vos approches techniques à deux niveaux, au niveau donc de l'agent autour du langage modèle, et puis un niveau en plus systémique au niveau de l'architecture globale, au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'agent, il y a toute une technique que l'on peut mettre, enfin, toute une série de techniques que l'on peut mettre en place pour réduire les coûts et accessoirement, enfin, aussi réduire les risques et réduire les coûts, parce que les deux peuvent être opposés. Alors, je les ai mis quelques-unes, on va pas tous les passer en détail, on peut évidemment faire du caching. Très important, on va mettre de plus en plus souvent ce que certains appellent un trust layer, c'est-à-dire un LLM ou des modèles de machine learning ou des règles qui vont d'une part vérifier que le prompt en entrée qui va être envoyé au LLM est conforme, n'est pas dangereux, il n'y a pas d'attaque, ainsi de suite, et également au retour peut vérifier également que la sortie des LLM correspond à ce que l'on attend, qui n'est pas correspond à l'attente, etc., qu'il n'y ait pas eu également de perturbations là-dessus. Ensuite, il y a toutes les choses qu'on peut faire autour au niveau d'optimisation des prompts. De plus en plus, ce sera automatisé au niveau du choix des langages modèles et des providers, avec chaque fois des problématiques et des caractéristiques différentes en matière de performance, de sécurité, de souveraineté, etc. Toute plein de stratégies de contrôle d'accès, évidemment, à mettre en place, que ce soit pour les documents que l'on récupère, des outils qu'on exécute. Pas mal de stratégies pour améliorer les performances, réduire les initiations au niveau de la préparation de la donnée, des préparations, ce qu'on appelle les embeddings, pour transformer des morceaux de texte en vecteurs. Tout un tas de stratégies d'optimisation à ce niveau-là. Et pour finir aussi, une bonne direction aussi pour minimiser les risques et optimiser les performances en allant vers des données de plus en plus structurées. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut faire au niveau local. Et n'oublions pas, évidemment, très important, il y a beaucoup de rétroaction, toujours observer, avoir un système d'amélioration continue des modèles est évidemment indispensable à mettre en place. Donc ça, c'est ce qu'on peut mettre au niveau local. Enfin, c'est un exemple. Au niveau plus macroscopique, au niveau architecture, ce que l'on peut mettre en place, c'est par exemple ce genre de choses où toute l'information, pour le rappeler, quand on passe à l'LM, est dans le prompt, toute l'information. Et donc, on peut classifier si oui ou non cette information est sensible ou pas. Il y a ou des risques de souveraineté, ou il y a des informations privées ou autres. Utiliser les capacités des LLM à décomposer problème en sous-problème, donc des prompts en sous-prompts, pour in fine sélectionner d'une part, router d'un côté les prompts ou les requêtes qui contiennent de l'information sensible et celles qui ne le contiennent pas. Donc c'est le genre d'architecture un peu où on va combiner les approches un peu multi-agents où on va décomposer le problème en sous-problème, récupérer, définir les différentes sources d'information, quels sont les prompts qui sont générés à partir de ces sources d'information et en fonction de ça, filtrer en fonction de quel type de langage modèle et quel type de provider on va faire tourner notre prompt avec, on va faire référence, soit on-premise, soit sur des langages modèles sur du cloud sécurisé ou sur des langages modèles tournant dans des infrastructures publiques avec éventuellement plusieurs niveaux de sécurité là-dessus. Voilà. Donc, c'est un exemple de ce qu'on appelle une architecture cognitive, ou voilà. C'est une nouvelle architecture que l'on va de plus en plus voir mise en place dans les entreprises. Merci Thierry pour ces deux illustrations et pour le coup, Vasco, vous avez partagé pas mal d'éléments sur les risques qui ont été identifiés, les mesures qu'il fallait mettre en place pour limiter ces risques. Est-ce que pour le coup, on peut projeter le fait que l'IA devienne aussi une solution à terme? Est-ce que c'est un espoir? Oui, c'est l'un des grands aspects. Hein. L'interaction entre IA et intelligence artificielle et cyber, et je vois trois niveaux. Il y a le premier, c'est ce qu'on discutait avant, comment sécuriser les systèmes d'IA. Il y a aussi l'usage de l'IA par les attaquants qui s'équipent, mais aussi au niveau défense, l'usage de l'IA pour la cyber, au bénéfice de la cyber. Et c'est pas nouveau. On a des problèmes de big data depuis très longtemps dans la cybersécurité. Hein, l'intelligence artificielle est utilisée dans les produits.
on sait que certains acteurs, certains éditeurs ont largement communiqué dessus. CrowdStrike, Darktrace, mais les SIEM de manière générale, depuis très longtemps, utilisent l'intelligence artificielle sous toutes ses formes pour améliorer le traitement des événements de sécurité, les classifier, détecter des comportements malicieux. Donc c'est intégré dans les produits, cybersécurité. Et aussi, ça se dégénéralise. Nous, on utilise aussi de l'intelligence artificielle dans nos produits de gestion des accès pour détecter des comportements déviants par rapport à la baseline et aussi pour aider à l'administration des produits. Mais même au niveau d'un RSSI et de ses équipes, ça va être intéressant d'équiper, au-delà des outils qu'ils utilisent, de les équiper pour automatiser, orchestrer, détecter des signaux faibles, des anomalies. Donc, par exemple, régler tous ces points de friction et ces douleurs qu'on liste ici en termes de grandes familles, d'activités qui prennent du temps et qui n'ont pas de grande valeur ajoutée, ou l'accumulation de textes, y compris dans la politique de sécurité. Équiper les RSSI, les équipes cyber en termes d'assistance. Je peux prendre 2 exemples concrets, parce que là, on voit de gauche à droite les points de friction, comment les capacités de l'IA amènent des cas d'usage. Mais 2 cas d'usage concrets, l'analyse documentaire pour une équipe de conformité et le RSSI, en termes de conformité cyber, qui sera alimentée avec l'évolution des réglementations et les politiques de sécurité de l'entreprise et les processus de sécurité de l'entreprise, qui auraient été entraînés en RAG, Retrieval Augmented Generation, pour pouvoir interroger cette base documentaire et faire un différentiel. Voilà une nouvelle version de loi qui arrive. Quel est l'écart, quel est l'effort par rapport à la politique et aux procédures de sécurité existantes. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est implémentable en entreprise pour aider à l'analyse de cette masse documentaire. Autre exemple peut être, on voit beaucoup l'usage chatbot pour interagir avec le public. Il est encore un peu compliqué par rapport aux hallucinations de le mettre face à des clients finaux. Il y a des publics, il y a des conséquences, on voit qu'il y a des risques et des risques aussi éthiques et de transparence et donc de liability. Mais en interne, l'un des usages qu'on voit, qu'on a commencé à mettre en place avec les clients, c'est le chatbot cyber pour les employés. C'est-à-dire, qui connaît, en tout cas pour une moyenne ou large entreprise, qui connaît toutes les politiques de cybersécurité de son entreprise dans tous les cas, bien avoir un chatbot avec lequel on a accès, on interagit avec les politiques de sécurité pour pouvoir lui poser des questions, est intéressant non seulement pour l'employé, mais dégage du temps aussi des équipes cyber, parce que l'information sera plus immédiatement accessible aux employés. Et aussi aux administrateurs système dans un autre niveau, qui peut aussi interroger sur, par exemple, le déploiement d'un nouveau système, quelles sont les règles qui s'appliquent. On voit clairement, donc en termes de productivité, ça aura un impact significatif. Et pour le coup, alors Marina, sur le côté réglementaire, l'IA, c'est nouveau, c'est récent. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a déjà des encadrements, des choses en place? Donc oui, même, on va dire, avant l'arrivée de l'IA générative et de ChatGPT, il y a quelques années, il y a déjà eu des premières ébauches, ou en tout cas des premières guidelines ou principes qui avaient été publiés, par exemple, par où justement on essayait un peu de créer une IA de confiance en présentant des grands principes pour éviter par exemple les biais, avoir des IA avec une certaine qui sont assez sécurisées, assez robustes. Et ensuite, avec l'arrivée des LLM, des IA génératives qui sont arrivées devant le grand public, on a vraiment eu une grande vague de nouvelles réglementations. Donc, comme on peut le voir dans énormément de pays, et l'Europe était pionnière avec l'AI Act qui avait été publié pour la première fois dans le premier draft en 2021 et qui a été adopté et qui est entré en vigueur en août dernier. Et ce qu'on peut voir globalement avec toutes ces réglementations, c'est on peut voir des grands piliers finalement ou des grands principes en ressortir.
et notamment tout ce qui est autour de la gouvernance des données, et même plus spécifiquement par rapport aux biais et à la traçabilité des données. Donc que ce soit aussi des données personnelles, des données qui seraient soumises à des droits de propriété intellectuelle, mais aussi d'autres principes comme la sécurité, la robustesse, toutes les questions de gestion de risque, et aussi une grande part, c'est la transparence dans l'utilisation justement des IA génératives. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Merci. Donc, pour montrer un peu les obligations réglementaires qui arrivent, en tout cas, une grande qui arrive, c'est avec l'AI Act. Donc, au niveau enfin, pour faire très rapidement, peut-être que vous connaissez déjà l'AI Act, mais l'AI Act classe les IA en fonction des cas d'usage. Donc, soit on est un usage qui est prohibé, interdit, soit au risque, à risque limité ou sans risque, enfin à bas risque. Et il y a aussi une catégorie un peu à part justement qui est faite pour les IA génératives et qui sont désignées comme les General Purpose AI. Et pour celle-ci, il y a aussi des règles spécifiques. Donc les fournisseurs de ces types d'IA devront se conformer, en tout cas devront adhérer à un code of practice qui est en train d'être développé par un groupe de travail au niveau de l'Union européenne. Et un premier draft, si ça vous intéresse, a été publié il y a quelques jours. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une version adoptée d'ici le 1er mai 2025. Donc d'ici là, à partir de ce moment-là, les fournisseurs de ce type d'IA, des IA génératives, devront au moins adhérer à ce code of practice. Ok, très clair. Merci beaucoup, Marina, pour ce retour. Pour le coup, Marc, on a pu voir tout au long de cette présentation les travaux qui ont été menés sur le livre blanc produit par le Forum des compétences avec Eviden. Comment ces travaux se sont-ils matérialisés? Alors, Marc, on ne t'entend pas. Bon. Non, on t'entendait tout à l'heure, mais là, non. Je peux peut-être parler du livrable que Marc récupère. Très bien, Vasco. Peut-être, juste en introduction, on peut préciser que le Forum des compétences, c'est une association de loi 1901, orientée plutôt banque-assurance, qui se réunit de manière régulière et qui organise pas mal de GT, comme celui-là. Et Vasco, si tu veux bien nous en dire un peu plus. Comme je l'avais mentionné tout à l'heure, on a le Forum des compétences, sous l'égide de Marc, on crée un groupe de travail sur l'IA et la cyber qu'on a cadré. Il nous a invités, on a participé, Thierry, moi, Marina, on a cadré très vite pour les demandes des participants. C'était octobre 2023, donc ça veut dire 1 an que ChatGPT avait transformé un petit peu le paysage. Donc on s'est concentré, on s'est mis d'accord pour se concentrer sur les IA génératives. Et au final, les risques qu'on a listés étaient aussi beaucoup applicables aux IA machine learning de manière générale. Et en fait, on a travaillé avec le groupe, avec les participants, les membres du Forum des compétences, qui sont tous membres du secteur financier français, pour
comprendre l'IA générative, ce que Thierry nous a résumé là en 3 minutes. Ça a pris, il a fait des préentiers bien plus profonds et ça a pris beaucoup plus de sessions. C'était un très très rapide résumé. Et on est passé ensuite après sur ce que j'ai présenté avec une intervention aussi de Marina sur les lois et réglementations, ce qui a donné un livrable qui était finalisé en mai 2024, donc il y a 6 mois, qui était disponible en interne au Forum des compétences et qui a été rendu public il y a la semaine dernière ou 10 jours, je crois, Marc, et qui est maintenant téléchargeable. Je ne sais pas si on t'entend maintenant. Je pense que vous m'entendez là. Très bien. Super, super, merci. J'avais vraiment une problématique technique. Excusez-moi encore. Donc oui, effectivement, donc le livrable donc a été publié donc la semaine dernière. Donc comme l'a évoqué Vasco, donc il a été construit donc sur la base donc d'un certain nombre de réunions et de GT donc avec toutes les parties prenantes, notamment du forum, hein, qui associe donc les collaborateurs et les CISO et les responsables de risque donc du secteur financier donc et assurantiel. Voilà, donc le livrable en lui-même donc évidemment est beaucoup plus étayé que la présentation qu'on vient de faire, et donc il développe donc les différents axes donc qui ont été présentés, donc avec comprendre l'IA, donc les principaux risques, les moyens pour pouvoir réduire ces risques et les problématiques évidemment donc légales donc liées à l'IA. On vous a mis donc sur ce petit slide donc le QR code donc qui vous permet d'accéder donc au site du forum et donc de télécharger donc le livrable en tant que tel et pouvoir donc le récupérer. Voilà. Merci beaucoup Marc, merci à toutes et à tous pour cette présentation. Peut-être quelques questions complémentaires. Une qui me vient un peu sur le fil de l'eau par rapport à la présentation. On entend beaucoup parler de la norme ISO 27001. Alors pour le coup qui est très porté sur le comment dire, le management de la sécurité de l'information. Je ne crois pas qu'il y ait de chapitre spécifique à l'IA. On va dire que c'est plutôt englobé de sens général. Est-ce que vous pensez, peut-être Marina ou les autres, que ça va évoluer, que ça va être intégré au vu de l'évolution de l'IA et des cas d'usage qu'on peut voir tous les jours? Comme ça, de mémoire, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'une grande évolution de l'ISO 27001 ou des normes de la famille ISO 27000. On a ce qui se présente avec les systèmes d'IA, c'est des nouveaux risques. Et donc, on a déjà toutes les mécaniques dans l'ISO 27000 et ISO 27005, par exemple, pour l'analyse de risque. Ce qu'il faut faire, c'est justement ce qu'on présentait là, c'est de prendre en compte ces nouveaux risques, les suivre. Alors, c'est difficile parce que ça évolue. Enfin, c'est difficile. La difficulté est que ça évolue vite. Donc, il faut non seulement suivre les frameworks, mais aussi les papiers de recherche ou se faire accompagner pour faire évoluer la liste de risques qu'on prend en compte dans les projets internes. Et surtout, quand le projet intègre de l'IA, voire de l'IA générative, prendre en compte, être sûr qu'on a pris en compte ces nouveaux risques au fur et à mesure de leur évolution. Ce qui n'interdit pas l'ISO de publier plus tard, comme ils l'ont fait pour ce qui est cloud, je crois que c'est le 27000 de mémoire, 27017. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises sur les nombres, mais ils ont sorti un chapitre particulier de contrôle de sécurité pour l'informatique dans le cloud, et c'était dérivé des contrôles dans la 27002 qu'ils ont adapté. Donc ça pourrait être un exemple, mais la 27001, la 27005, etc., s'applique toujours. C'est dans les détails techniques qu'il y a une évolution à prendre en compte. Très clair. À mon sens, c'est un débat qui est ouvert et puis on verra bien comment ça évolue. De toute façon, j'ai vu qu'ils ont rajouté quelques annexes. C'est pour ça que je posais la question par rapport à ça, mais de toute façon, j'imagine que ça évoluera à voir. Et pour le coup, on en a parlé, l'IA, c'est aussi une opportunité pour pas mal d'entreprises d'être plus productives, de se concentrer peut-être sur des tâches un peu plus intéressantes, même intellectuellement. Et je pense notamment, vous, évidemment, en tant que cabinet de conseil, c'était connu que voilà, lorsqu'on était en stage, alternance, ou profil plutôt junior, il y avait du temps pendant 10-15 jours de mise en forme, de documentation, de
de rétexte. Là, l'IA permet en un clic, en quelques secondes, de faire ce travail. J'imagine que ça aussi, les usages des juniors évoluent. Tu veux répondre, Thierry, ou... Oui, effectivement. Oui, bon, c'est un use case classique. Je voudrais quand même mettre le focus sur le fait que toutes ces activités-là, un peu de résumé, de génération de synthèse des documents, effectivement, c'est, on va dire, peut-être une première génération d'applications d'IA générative, mais ce qu'on voit arriver, c'est l'automatisation complète des processus de l'entreprise via des agents autonomes, via de plus en plus de processus automatisés, il y a des LLM, etc. Donc, c'est ça, en fait. Bon, donc, la réponse est oui, bien sûr, à la question. C'est-à-dire, effectivement, il y a une énorme de gain de productivité, que ce soit pour la programmer, pour résumer, pour les juniors, pas que pour les juniors aussi, d'ailleurs, tout le monde utilise ça. Mais en ligne de mire, c'est l'automatisation plus complète de l'entreprise avec des agents autonomes. En tout cas, enfin, même si on peut prolonger la question pour la rendre, ça me fait penser, même parfois pour faire un POC, pour faire même une présentation de visuel, ça permet aussi de parfois illustrer beaucoup plus rapidement et de décliner très rapidement, enfin de se réadapter à la feuille de route du client au final. Et ça, dans un temps record, ça évite aussi de s'éparpiller. Absolument. Et pour le coup, enfin, donc là, le forum des compétences est très porté banque assurance, mais pour vous, Marc, peut-être avec votre casquette qui est celle, on va dire, finance au sens large, qu'est-ce que vous voyez comme usage et comme bénéfice de l'IA et quels risques de votre côté? Alors, les usages, ils sont, enfin, aujourd'hui, donc plutôt orientés effectivement donc vers l'assistance. D'accord, c'est le premier step donc qu'a évoqué Thierry. Et globalement, donc aujourd'hui, donc c'est plutôt donc les travaux donc qui sont menés dans ce cadre-là. Après, en termes de risque, comme ça a été évoqué un peu tout au long de la présentation, le sujet, il est surtout sous-jacent donc à la technologie. En effet, ce qu'on voit, c'est que l'usage de l'IA générative reste relativement accessible assez facilement donc à monsieur, madame, tout le monde, et donc dans les activités donc classiques donc que l'on peut avoir donc au niveau donc de l'entreprise. Par contre, Thierry l'a bien démontré, le dispositif est très technique et très complexe et peut très vite donc partir en termes de maîtrise. Et c'est là où il y a quand même une action donc à mener pour garantir le fait que l'usage donc de ces outils-là, parce que ça reste de l'outillage dans un premier temps, donc voilà, donc est bien maîtrisé au sein de l'entreprise. Ça, que ce soit donc dans le monde de la finance ou dans les autres mondes, hein, c'est autant valable. Non, très clair. Au final, c'est vraiment une question de cadre. Dit autrement, vu que ça peut s'adresser à, comme tu l'as dit, à monsieur, madame, tout le monde, de réussir à bien cadrer son usage dans un cadre professionnel au bénéfice de l'entreprise. Exactement. Très clair. Et pour le coup, est-ce que demain, on peut imaginer que grâce à l'IA, on aura une expérience personnalisée? Je reprends le cas de la banque et assurance, où les profils ne sont pas les mêmes, les clients sont différents en fonction de leurs revenus, de leurs projets. Est-ce que demain, on aura une expérience personnalisée grâce à l'IA ou c'est pas forcément quelque chose de prévu? Alors, c'est potentiellement donc des éléments donc vers lesquels donc il y a des expérimentations ou des orientations donc qui sont adressées. Après, il faut voilà, il faut toute raison garder. Un point donc qui reste quand même fondamental hein, dans la relation client, c'est la relation client. Donc c'est la relation donc humaine donc sur le dispositif et c'est surtout ça donc qu'il faut regarder. Donc on apporte donc plutôt l'IA donc comme un complément, comme un outillage, comme un dispositif donc qui va aider donc le chargé de gestion ou le chargé de clientèle, mais pas comme un remplaçant donc du dispositif. Très clair. Bah, écoutez, je ne sais pas si on... ok. Peut-être Vasco, encore un petit mot pour conclure ce webinaire. Si le public qui nous entend sont des professionnels de la cyber, ou pour les professionnels de la cyber qui nous entendent, hein, il y a, même si c'est une technologie nouvelle qui fonctionne, qui amène des fonctionnements nouveaux et qui peuvent parfois être difficiles à appréhender, les mécaniques
cyber auxquels on est habitué sont valables. L'analyse de risque, et puis pour comprendre quels risques s'appliquent, l'analyse de risque, ça demande du travail, mais c'est là où des RSSI ou des équipes cyber peuvent se faire accompagner de spécialistes. Mais une fois que la mécanique est là, on la connaît, hein, le cycle de vie. Vous avez vu, quand on a décrit les contrôles et mesures, on s'appuyait sur le NIST Cyber Security Framework. Les analyses de risque existantes sont valables avec les précautions que je mentionnais d'ajouter ces nouveaux scénarios de risque. Donc, c'est un message qui vient rassurer. On est équipé pour accaparer si on s'en donne les moyens, qu'on se fait accompagner au début. Et il y a un grand... Ce qu'on voit beaucoup aussi, nous, c'est un rapprochement chez nos clients des équipes IA, des équipes de data scientists et des équipes de cyber. Et on les équipe en formant en formant les équipes IA aux conséquences cyber de leurs solutions et en formant les équipes cyber au fonctionnement de l'IA et aussi dans l'intérêt de les faire discuter et collaborer. Très clair. Merci beaucoup Vasco. Et de toute façon, je renvoie tout le monde sur le livre blanc publié par le Forum des compétences qui est complet, hein, qui reprend un peu tout ce qu'on a partagé brièvement et qui rentre dans les détails avec pas mal de sources, pas mal d'annexes aussi. Donc voilà, on repartagera le lien bien sûr par la suite et j'incite les différentes personnes qui nous écoutent à prendre connaissance de ce livre blanc. J'imagine qu'il sera actualisé d'année en année vu la vitesse à laquelle les choses évoluent, mais c'est une bonne base à mon avis. Merci tout le monde en tout cas. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci, bonne soirée.